bonsoir à tous. À la une de cette édition spéciale d'information, la mise en place d'une pièce maîtresse de l'architecture institutionnelle du Cameroun. Après 22 ans d'attente, le Conseil constitutionnel voit enfin le jour. Et parmi les 11 membres de cette organisation, de cet organe, Clément Atangana en est le président. À ses côtés, des anciens ministres, gouverneurs, également magistrats qui vont jouer un rôle clé dans la prochaine élection sénatoriale prévue le 25 mars 2018. Des parlementaires mettent en jeu leur mandat sur l'échiquier politique où s'exprime une volonté d'alternance démocratique. Quelles sont les implications juridiques et politiques de ce décret présidentiel? Comment réagit la classe politique? Vous saurez tout ce soir sur ces étapes décisives de la vie politique nationale au Cameroun. Merci de suivre cette édition spéciale d'information sur Equinox Télévision. C'est un pas décisif dans la vie politique nationale. Le Conseil constitutionnel vient d'être mis en place et le président de cet organe est Clément Atangana, qui est l'ancien président de la Chambre administrative de la Cour suprême, membre titulaire et rapporteur du Conseil supérieur de la magistrature. Il vient d'être porté à la tête du Conseil constitutionnel selon un décret présidentiel. Pour en savoir davantage sur les décisions du chef de l'État, sur ce plateau avec nous, Edmond Kambia. Edmond, bonsoir. Bonsoir Cédric. Vous êtes journaliste à La Nouvelle Expression, consultant sur Equinox Télévision. Quelle est la quintessence de ces décrets présidentiels qui viennent d'être rendus publics? D'abord, il faut dire qu'il y a pratiquement 4 décrets présidentiels. Le premier décret porte convocation de corps électoral pour l'organisation des sénatoriales le 25 mars 2018. Les 3 autres décrets portent essentiellement sur le Conseil constitutionnel que nous attendons depuis, n'est-ce pas, la Constitution du 18 janvier 1996. Et l'un des 3 autres décrets concernant le Conseil constitutionnel concerne la nomination des membres attendus depuis si longtemps du Conseil constitutionnel. L'autre décret concerne la nomination du président de cette structure qui est Clément Atangana. Et enfin, il y a le 3e décret concernant le Conseil constitutionnel, c'est celui qui organise, n'est-ce pas, la structure qu'on appelle le secrétariat général du Conseil constitutionnel, qui est véritablement mis en place pour que véritablement l'année 2018 se présente comme l'année électorale. C'est une pièce maîtresse de l'architecture institutionnelle du Cameroun. Quelle implication sur la vie politique nationale pour ce Conseil constitutionnel? Le Conseil constitutionnel, il faut le dire ici, c'est une structure très importante dans une république. Parce qu'on l'attend d'ailleurs depuis une vingtaine d'années, tu l'as dit, depuis 22 ans. Le Conseil constitutionnel est cette structure-là qui a plusieurs attributions. Et la première, c'est le contrôle de la constitutionnalité des lois. La deuxième fonction concerne justement la proclamation, c'est-à-dire il veille à la régularité de l'organisation des élections parlementaires, des élections présidentielles et du référendum. Il en proclame résultat. Mais la troisième fonction la plus importante du Conseil constitutionnel, dans le contexte actuel, il faut le rappeler, c'est le rôle qu'il joue en cas de vacance de la présidence de la République. Et vous savez très bien, d'après la Constitution, qu'en cas de vacance de la présidence de la République, seul le Conseil constitutionnel est habilité à constater cette vacance. Et il peut le constater dans 3 cas de figure, en cas d'empêchement, en cas de décès, en cas de démission du président de la République. Justement, et le contexte actuel, avec tout ce qui se dit, tout ce qui se raconte, tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, je pense que c'est une réponse qui correspond véritablement aux attentes des Camerounais. Et parmi ces personnalités, il y a bien sûr Clément Atangana, ancien président de la Chambre administrative de la Cour suprême, membre titulaire et rapporteur du Conseil de la magistrature suprême, qui vient d'être porté à la tête de cet organe. Il y a d'autres membres également que vous connaissez très bien, dont vous maîtrisez le parcours, Edmond Kambia.
Effectivement, en dehors de Clément Atangana, que tout le monde connaît, en tout cas pour ceux qui ont observé la scène politique camerounaise ces 30 dernières années, on a vu Clément Atangana, véritablement, depuis le début, hein, on peut le dire ainsi, des élections pluralistes au Cameroun. On a eu les élections présidentielles pluralistes et les législatives en 92, mais Clément Atangana, on le voit véritablement à partir de l'année 97 avec les législatives, où il joue un rôle essentiel, et pendant plusieurs années, comme président de la commission de recensement général des votes. Et à travers ce rôle-là, on le voit jouer au sein du Sérail, en tout cas au niveau de l'appareil judiciaire, un rôle essentiel qui précède celui du président de la Cour suprême lorsqu'il statue comme conseil constitutionnel pour proclamer les résultats. Donc en dehors de Clément Atangana, qui est bien connu de la scène publique, on peut citer, parmi les 11 membres qui ont été nommés, je dois quand même dire ici, sur les 11 membres qui ont été nommés, il y a 9 francophones, pour rester dans notre jargon camerounais, et principalement 2 anglophones. Et une seule femme, dont une femme, parmi les membres de ce Florence Rita Aré. Il faut le dire, c'est une femme de poigne. C'est d'ailleurs la première femme qui a été présidente d'une cour d'appel au Cameroun. Cette femme a été juge à la Cour suprême. Elle a surtout été vice-présidente au tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc c'est une femme de qualité. C'est quelqu'un qui correspond à toutes les qualités, j'allais dire, à tous les critères que la Constitution et les lois en vigueur prévoient pour la désignation d'un membre au Conseil constitutionnel. Elle n'est pas la seule magistrate, justement, présente parmi ces membres du Conseil constitutionnel. Il y en a d'autres, Edmond Kame. Il y en a d'autres. Je pense également à Fumana Kame, Jean Fumana Kame, qui est le conseiller juridique du chef de l'État, qui se retrouve dans cette structure-là. C'est vrai, ça va susciter de la polémique, peut-être de la controverse, mais il faut le dire ici, c'est également quelqu'un qui est dans le domaine du droit. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves, sauf qu'il a une proximité avec le chef de l'État que l'on peut questionner. Mais ce n'est pas le seul qui aurait une certaine proximité avec le chef de l'État. Beaucoup d'autres, à l'intérieur de cette structure, ont travaillé avec le président de la République, à la présidence. Je pense à Jean-Baptiste Baskouda, qui a pratiquement fait l'essentiel de sa carrière à la présidence de la République. Et qui est actuellement sénateur, nommé par le chef de l'État. Également, il y a Amadou Tidani, ancien gouverneur au Cameroun, administrateur civil. Oui. Emmanuel Bondé, ancien ministre de l'Industrie et des Mines, qui fait partie de ces membres du Conseil constitutionnel. Je pense le surtout, chef de l'État a cherché... Je pense surtout au professeur Joseph-Marie Bipoun-Woum. Joseph-Marie Bipoun-Woum, ancien ministre, n'est-ce pas, de la jeunesse et des sports, qui a été un de mes enseignants, parce que j'ai eu la chance dans les années 80 de l'avoir comme professeur d'université. Et je peux rappeler ici que c'est un professeur de droit chevronné. On l'a vu dans son rôle dans la commission des Camerounais aux côtés de Maurice Kanto, qui était son étudiant, aux côtés de Joseph Ona et d'autres grands professeurs qui se sont battus pour que Bakassi soit rétrocédé au Cameroun. Donc, il y a le professeur Joseph Bipoun, je le rappelais tantôt, qui est un professeur chevronné. Il faut aussi dire ici que dans cette commission, on retrouve d'autres personnalités. Je pense à Ba Omarou Sanda, qui est un diplomate. Ambassadeur du Cameroun au Tchad, qui a été secrétaire général adjoint à l'Assemblée nationale. Mais on se rend bien compte que, visiblement, vous savez, la Constitution et les lois en vigueur prévoient que l'Assemblée nationale propose 3 personnalités, la présidence de la République 3 personnalités, le Sénat 3 personnalités et le Conseil supérieur de la magistrature 2 personnalités. Et lorsque l'on cerne le parcours de chacune de ces personnalités, on se rend bien compte qu'il y a des gens qui ont un parcours à l'Assemblée nationale, dans les institutions parlementaires, il y en a qui ont un parcours au niveau de la présidence, il y en a qui ont des parcours aussi au niveau du Sénat. Justement. Donc, il y a comme une sorte d'équilibre également que l'on constate dans le parcours de chacun des membres. Et je vous propose à présent de découvrir en images ce Conseil constitutionnel qui vient d'être mis en place et ses différents membres. C'est une décision du chef de l'État, le décret présidentiel rendu public en fin d'après-midi. Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel, qui vient d'être mis en place. Et parmi les 11 membres de ce Conseil, une seule femme, magistrate, première femme
élue présidente d'une cour d'appel et qui a également marqué le monde du droit à travers sa représentation lors des audiences menées pour le tribunal pénal international pour le Rwanda. Des précisions dans ce reportage signé Guy Zogo. C'est une sortie à double détente que Paul Biya vient d'effectuer. Le président de la République a d'abord pris un décret convoquant le corps électoral pour les élections sénatoriales pour le 25 mars prochain. Cette décision de Paul Biya intervient conformément à l'article 216 du Code électoral qui prescrit que l'élection des sénateurs intervient 40 jours au plus tard avant l'expiration du mandat des sénateurs en fonction. La précédente élection sénatoriale avait eu lieu le 14 avril 2013. Dans la foulée, Paul Biya a pris un autre décret portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, à la tête duquel il a porté Clément Atangana. Magistrat chevronné, âgé de 77 ans, il a dirigé la chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun jusqu'à il y a 2 ans, au moment de son départ à la retraite. Routinier des questions électorales pour avoir chapeauté la commission des recensements des votes à la Cour suprême, tenant alors lieu de Conseil constitutionnel, c'est l'homme de confiance de Paul Biya dans cette institution. Parmi les 10 autres membres choisis rigoureusement sur les bases de la représentativité régionale, Emmanuel Bondé, ex-ministre des Mines, le professeur Lekene Ndonfak, ancien député, ancien ministre également, Amadou Tidjani, ancien gouverneur, Foumana Kam, conseiller juridique très influent de Paul Biya, ses yeux et ses oreilles certainement dans cette institution, Ba Oumarou Sanda, diplomate, ambassadeur du Cameroun au Tchad, et Paul Kui, tous réputés comme des fidèles du régime. En revanche, dans cette équipée qui va désormais présider aux destinées de la Cour suprême, Paul Biya a sorti de sa combinaison le professeur Joseph-Marie Bipungwung, connu pour son attachement à l'orthodoxie dans l'application du droit, et Jean-Baptiste Baskouda, dont la rigueur et l'intégrité sont la marque de fabrique. 22 ans après, le Conseil constitutionnel du Cameroun va donc enfin prendre son envol, lui qui avait été prévu par la Constitution du 18 janvier 1996. Merci pour ces précisions. Je vous le rappelle, c'est une édition spéciale après cette mise en place d'une pièce maîtresse de l'architecture institutionnelle du Cameroun, le Conseil constitutionnel dont le président est Clément Atangana, selon des décrets présidentiels rendus publics cette fin d'après-midi. Je vous annonce sur ce plateau des éminences grises du droit, des hommes politiques qui vont également réagir, mais avant leur entrée en scène, avec vous, Edmond Kambia, le chef de l'État qui a mis l'accent sur des hommes fidèles, des hommes qui ont été dans le sérail politique, dans le régime Biya depuis de nombreuses années. Quelle analyse faites-vous de ces choix? Effectivement, dans mon propos tout à l'heure, je disais qu'on pouvait questionner la présence de certaines personnalités qui lui sont très proches, qui travaillent, qui sont ses proches collaborateurs pratiquement. Ce n'est pas pour dire qu'ils déméritent. Ils méritent par leur parcours, par leur expérience, mais le fait qu'ils soient très proches du chef de l'État interroge. On peut se poser la question de savoir si, vous savez que le Conseil constitutionnel a un rôle primordial lors de l'organisation, lors des élections présidentielles, par exemple. Je l'ai dit, parlementaire également et du référendum. Mais je reste surtout sur l'élection présidentielle parce que tout est focalisé à ce niveau-là. Si des personnalités aussi proches du sérail sont aussi nombreux au sein du Conseil constitutionnel, est-ce que cela n'augure pas, de la part de l'opposition, de la société civile, une situation assez difficile, voire problématique, quand on sait que le Conseil constitutionnel doit veiller à la régularité, la régularité des élections présidentielles, législatives et parlementaires. Donc, c'est un questionnement. Parce que là, l'autre question qui peut se poser est celle de savoir si ce n'était pas possible pour le chef de l'État de faire en sorte qu'il y ait au moins autant de personnalités de culture anglophone que de personnalités de culture francophone. Parce que les personnalités anglophones sont minoritaires. Il aurait pu, par exemple, nommer comme président de cette commission une personnalité anglophone. Pourquoi pas cette unique femme qui est dans cette commission? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, pour terminer sur cette question, c'est que
Parce que nous sommes au cours d'une année électorale, proprement électorale, où il y a beaucoup d'élections, parmi lesquelles l'élection présidentielle. Il faut se poser la question de savoir pourquoi il n'y a pas, j'allais dire, une personnalité, j'allais dire neutre, ou alors qui soit proche de l'opposition, pour faire une sorte d'équilibre avec ces nombreuses personnalités qui sont dans le sérail. C'est des questions que l'on peut se poser au terme de la désignation des membres du Conseil constitutionnel. Et un premier test pour ce Conseil, c'est certainement les élections sénatoriales prévues le 25 mars. Le chef de l'État vient de convoquer le corps électoral, mais des questions subsistent déjà. Le mois de mars est généralement le mois consacré à la rentrée parlementaire, la toute première d'une année en cours. Est-ce que cela pourrait avoir des incidences sur cette élection? Est-ce que cette élection sénatoriale prévue le 25 mars 2018 peut avoir une incidence sur la rentrée parlementaire? Bon, je voudrais d'abord faire une précision qui est importante, qui est celle de savoir si le chef de l'État avait la possibilité de proroger le mandat des sénateurs ou pas. Il n'en avait pas la possibilité dans le cadre de la Constitution actuelle. Donc, la session de mars va se dérouler normalement. Il y aura le Sénat, il y aura le Sénat, l'Assemblée nationale qui vont s'ouvrir. Mais je veux croire que cela ne va pas perturber le fonctionnement normal des institutions. Mais en même temps, il faut se poser la question de savoir si ce n'était pas opportun pour le chef de l'État de voir dans quelle mesure, peut-être c'est un peu tard, organiser les régionales avant la sénatoriale, de manière à conforter les futurs sénateurs. Vous savez qu'il y a deux catégories d'électeurs pour les sénatoriales. Il y a les conseillers municipaux, les maires et leurs adjoints qui élisent les sénateurs, mais il y a également les conseillers régionaux qui n'existent pas. Donc, pour la deuxième fois, on va au sénatorial avec une seule catégorie d'électeurs. Et ça pose un problème sur la légitimité des sénateurs qui seront élus prochainement. Je vous propose à présent de découvrir quels sont les mécanismes d'élection des sénateurs après la convocation du corps électoral, décision du chef de l'État, élection sénatoriale prévue le 25 mars 2018. Que dit la loi à ce sujet? Élément de réponse avec Donald Brice Kamgan. Je vous parlais donc de ce reportage sur les mécanismes d'élection des sénateurs au Cameroun. Nous y reviendrons sur ce plateau. Une édition spéciale consacrée à la mise en place de cette pièce maîtresse de l'architecture institutionnelle du Cameroun. Mais avant d'y arriver, les mécanismes de mise en place des sénateurs, comment sont-ils élus? Que prévoit la loi? Élément de réponse dans ce reportage de Donald Brice Kamgan. L'élément qui tarde à... Fixant les conditions d'élection des sénateurs, ce sont les conseils municipaux qui vont constituer le corps électoral dans le cadre des élections sénatoriales du 25 mars prochain au Cameroun. Ce sont donc les conseils municipaux issus du scrutin du 30 septembre 2013 qui sont attendus aux urnes dans un peu plus d'un mois. Ils éliront 70 sur les 100 sénateurs qui composent, à raison de 10 par région, la Chambre haute du Parlement camerounais, sachant que la loi autorise le président de la République à désigner 30 sénateurs, dont 3 par région. Le scrutin sénatorial n'étant pas un scrutin direct, les inscriptions sur les listes électorales devraient se poursuivre. La campagne électorale en vue des élections sénatoriales débuteront le 10 mars prochain, soit à partir du 15e jour précédant le scrutin. Elle prendra alors fin à la veille des élections à minuit, d'après la loi. Édition spéciale d'information consacrée au décret du chef de l'État, lesquels convoquent le corps électoral pour les sénatoriales prévues le 25 mars 2018, mais surtout la mise en place de cette pièce maîtresse de l'architecture institutionnelle du Cameroun, le Conseil constitutionnel, et pour analyser et décrypter ces décrets présidentiels, les implications juridiques et politiques, j'accueille sur ce plateau Maître Célestin Kengoum. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Noufélé. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, docteur en droit,
Également sur ce plateau avec nous, Célestin N'Djamène. Bonsoir Célestin. Bonsoir Cédric, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Vous êtes secrétaire aux droits de l'homme du SDF. Messieurs, bienvenue sur ce plateau, édition spéciale d'information. Maître Célestin Kangoum, Clément Atangana, ancien président de la Chambre administrative de la Cour suprême, porté à la tête du Conseil constitutionnel du Cameroun. Comment vous réagissez à la suite de ce décret présidentiel? Vous oubliez son dernier titre. Il est avocat au barreau du Cameroun. Après sa mise en retraite, M. Atangana est entré dans le barreau du Cameroun. Donc c'est un avocat. Donc son dernier titre aussi, on devrait le présenter comme tel. Justement, autre appréciation du parcours de l'homme qui est porté à la tête de cette institution? D'abord, en tant que personne, c'est un homme d'une grande humilité. Aucun avocat ou membre du corps judiciaire ne me le démentirait. Et c'est quelqu'un qui est assez fin et qui a une grande maîtrise des questions juridiques se rapportant aux questions électorales, puisqu'il a présidé plusieurs fois des commissions dans ce sens. C'est quelqu'un qui maîtrise le droit administratif. Il a été président de la Chambre administrative près la Cour suprême. Donc, d'une manière générale, on ne peut rien dire par rapport à sa compétence sur les questions du droit et sur les questions d'arbitrage dans le cadre d'un contentieux entre administrations ou entre les électeurs qui ne seraient pas satisfaits des résultats à proclamer. Donc, en somme, c'est un homme pétri d'expérience. C'est un homme, malheureusement, à sa défaveur, nous constatons qu'il a pris un peu de l'âge, qu'il est assez fatigué. Pour ceux des confrères de la ville de Yaoundé qui le côtoient dans les prétoires, on dit de lui qu'il est déjà assez fatigué. Bon, il est peut-être fatigué physiquement, mais est-ce que intellectuellement il ne pourrait pas faire le travail? Donc ça, c'est la seule nuance que nous pouvons apporter à sa désignation. Alors d'autres éléments qui peuvent concourir à découvrir cet homme, Clément Atangana, qui est le président du Conseil constitutionnel. Qui est-il? Quel est son parcours professionnel au sein du Conseil de la magistrature, mais aussi en tant que magistrat et au sein de la Cour suprême? Je vous propose de découvrir le portrait de l'homme dans ce reportage. L'histoire retiendra que c'est lui, le tout premier président du Conseil constitutionnel au Cameroun. Clément Atangana, magistrat hors hiérarchie du premier groupe, a été nommé à ce poste ce 7 février 2018 par un décret du chef de l'État, Paul Biya. Clément Atangana est né le 20 septembre 1941 à Ekoumeyek, dans le département du Nion-Esso, région du centre. Il fait ses études primaires à l'école régionale de Yaoundé, où il obtient son certificat d'études primaires et élémentaires. Le collège François-Xavier Vogt lui ouvre alors les portes du secondaire, où il obtient la première partie de son baccalauréat, avant de quitter la région du centre pour le littoral, précisément en Konsamba, dans le département du Mungo, où il obtient la deuxième partie de son baccalauréat au lycée de Manigumba, dans la série sciences expérimentales. Devenu étudiant, Clément Atangana s'inscrit à la faculté des droits et des sciences économiques de l'Université fédérale du Cameroun, où il obtient une licence en droit privé, puis est admis à la division judiciaire de l'École nationale de l'administration et de la magistrature. Clément Atangana s'envole pour la France et est diplômé de l'Institut international d'administration publique de Paris. Il rentre au Cameroun et intègre la magistrature le 20 décembre 1968. Il va occuper tour à tour les postes de juge d'instruction au tribunal de première instance de Konsamba, président des tribunaux d'instance des ECA, chargé de l'action publique au tribunal de Bafia. Ensuite, les mêmes fonctions à Moura. Quelque temps après, Clément Atangana est nommé juge aux tribunaux hors classe de Douala et de Yaoundé. Directeur adjoint des affaires judiciaires et du Sceau au ministère de la Justice. Et atterri quelque temps après, procureur général près la Cour d'appel du Nord. Il est nommé président de la Cour d'appel du Centre. En 1997, c'est lui qui préside la Commission nationale de recensement général des votes pour l'élection présidentielle et pour les législatives. Clément Atangana est membre titulaire du Conseil supérieur de la magistrature. Et une nouvelle casquette vient de lui être ajoutée par Paul Biya. Et c'est un moment riche d'émotions vécues au sein de la famille
de Clément Atangana juste après cette décision du chef de l'État qu'il a portée à la tête du Conseil constitutionnel. Je vous propose de découvrir et de suivre la réaction de Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel du Cameroun. La nouvelle est tombée par la magie du décret présidentiel. L'histoire retiendra qu'il est le tout premier à être porté à la tête du Conseil constitutionnel qui a été créé il y a 22 ans. C'est un jour pas comme les autres, même pour un magistrat qui a roulé sa bourse et qui a mérité logiquement la nomination qui est tombée ce soir. C'est avec surprise que j'ai accueilli cette nomination, mais aussi avec beaucoup de joie, comme vous le dites, quand on est appelé à faire le jeu, le rôle du pionnier, c'est pas donné à tous. Dans quelles conditions vous avez accueilli cet acte présidentiel? Où étiez-vous et que faisiez-vous? Après mon travail, vous savez qu'après ma retraite, je suis entré au barreau. Ce matin, j'avais une audience à la chambre administrative de la Cour suprême. À la fin de l'audience, je suis rentré à l'étude. Comme je me sentais un peu fatigué, je suis monté ici, vers 17h. Là, on a annoncé qu'on nommait les gens. Comme j'avais des problèmes d'électricité, je n'ai pas bien suivi, mes appareils ne fonctionnaient pas trop. J'ai suivi juste ma nomination comme membre. C'est d'autres personnes qui m'ont dit que je n'étais pas que membre, j'étais aussi président. Vous imaginez la joie, j'imagine. Le tout premier président du Conseil constitutionnel, cela rajoute un peu à la hauteur des charges qui sont désormais les vôtres. C'est une mission importante que le chef de l'État vous confie là. Elle est aussi délicate. Donc, on réfléchit. On ne peut pas encore dire comment on va l'aborder. Il est encore très tôt, mais on va réfléchir. On compte avec la grâce de Dieu, l'aide de Dieu. Le Conseil constitutionnel qui est doté également des membres qui ont roulé leur bourse, ils sont pour la plupart des membres du gouvernement, des anciens membres du gouvernement ou des hauts cadres de l'administration. Vous avez une idée du parcours des uns et des autres. C'est une équipe soudée autour de votre personne pour porter, je vais dire, ce bébé, même si c'est un bébé qui avait pris un peu de l'âge. Je les connais à peu près tous et je sais qu'on va faire une très bonne équipe. Une très bonne équipe donc constituée d'une onzaine de membres, si mes souvenirs sont exacts, avec donc le président Clément Atangana. Ce sont eux qui ont la lourde mission de porter donc au sommet ce Conseil constitutionnel qui était très attendu. Le chef de l'État a enfin donc pensé à donner corps à ce qui était jusqu'ici écrit dans la Constitution de 1996. En direct du domicile de l'élu du jour, le magistrat qui était à la retraite mais qui appelait désormais à servir à la tête du Conseil constitutionnel, Joël Essengue et Marcelin Ganson, Equinox Télévision. Réaction exclusive du président du Conseil constitutionnel avec nos équipes qui l'ont rencontré il y a à peine quelques minutes. Vous l'avez suivi, il exprime sa surprise. Également des moments riches en émotions chez Clément Atangana à Yaoundé, lui qui mesure l'importance de la charge qui est désormais la sienne, celle de conduire cet organe de régulation des institutions du Cameroun. À la suite de cette joie de celui qui est désormais le président du Conseil constitutionnel, comment la classe politique réagit sur ce plateau, Célestin N'Djamène? Le choix du chef de l'État de nommer des personnalités qui ont été au sein du gouvernement durant de nombreuses années, au sein du CERA, de la magistrature. Comment vous appréciez le choix de ces 11 membres du Conseil constitutionnel? Bien, tout d'abord, Cédric, je m'interroge sur le fait que ce décret arrive 22 ans après son inscription dans la Constitution camerounaise. Comme vous le savez, le Conseil constitutionnel avait été prévu le 19 janvier 1996, et ce n'est que 22 ans après qu'on passe aux actes. C'est-à-dire qu'on matérialise l'effectivité du Conseil constitutionnel, qui est pourtant un organe qui me semble vital dans une république. On peut donc se poser la question, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant?
Pourquoi pas hier? Pourquoi pas dans 10 ans? Donc, y a-t-il un lien avec, comme on sait que, d'ailleurs tout à l'heure, je crois qu'Edmond Kamga l'a rappelé, il y a un lien avec le constat de la vacance de la présidence. Alors peut-être que le président de la République commence peut-être à prendre conscience qu'il n'est pas immortel. Donc, ceci est un fait. Maintenant, le fait que les membres nommés soient des gens extrêmement proches du président pose une question en termes d'impartialité et de neutralité. Ça n'est pas la compétence des personnes nommées qui est en cause, mais c'est leur proximité, leur extrême proximité avec le président de la République. Est-ce qu'ils auront l'indépendance nécessaire pour effectivement remplir leur mission? Parce que la mission du Conseil constitutionnel, vous le savez, c'est d'abord rappeler, assurer la conformité des lois à la Constitution et des traités, des accords aussi internationaux. C'est également être un juge électoral en termes de lois d'élections référendaires ou d'élections législatives ou présidentielles. Donc c'est un moment, une mission extrêmement importante. Il faut donc un homme capable, impartial et intègre. Mais je ne mets pas. On a des magistrats qui ont occupé des hautes fonctions. Oui. L'ancien président de la Chambre administrative. Il y a des ministres, l'ancien ministre. L'ancien ministre également Emmanuel Bondé, Jean-Baptiste Baskouda, ancien gouverneur, des diplomates rompus à travers leur parcours. Est-ce que ce ne sont pas des éléments qui ont penché en la faveur de la nomination au sein de ce Conseil constitutionnel? Non, les seuls critères ne concernent pas le parcours académique ou professionnel. C'est vrai que c'est les anciens diplomates, ministres, tout ce que vous voulez, ils ont une espèce d'expérience, ça c'est clair. Maintenant, sont-ils là pour servir la République ou est-ce qu'ils sont là pour servir celui qui les a nommés? Au Cameroun, nous le savons très bien, en général, le président nomme des très proches, non pas pour servir l'intérêt général, mais pour d'abord suivre ses instructions. Donc je crains que l'indépendance soit foulée aux pieds parce qu'en vérité, ce qui devrait être privilégié, c'est d'abord l'indépendance de ces magistrats. Alors, que dit la Constitution 96? Ces magistrats sont nommés, sont renouvelables éventuellement. Éventuellement. Ça veut donc dire qu'il y a une espèce de pression morale dans leur esprit qui consiste à dire que si monsieur le président de la République m'a nommé et que je suis éventuellement renouvelable, je me dois donc de ne pas trop m'écarter de ces instructions, de ses volontés. Donc c'est un élément important dans une démocratie. Regardez le cas de la France, pour prendre l'exemple d'un pays que vous connaissez, vous et moi. Les magistrats du Conseil constitutionnel sont nommés pour une durée de 9 ans non renouvelable. Parfois même quand ces magistrats sont de la même couleur politique que le président qui les a nommés, ils sont d'une indépendance avérée. Est-ce que ça peut être le cas au Cameroun? Je pense que non. Donc en vérité, je crois que là encore, je crains que cet organe soit un organe qui ne remplit pas sa mission en termes d'indépendance. Maître Célestin Kengoum, on constate qu'il y a peu d'ouverture à la société civile, aux hommes qui viennent du secteur privé, aux hommes qui viennent de l'opposition. Le chef de l'État a voulu garder, du moins le sérail, le chef de l'État, on a voulu garder la main ferme sur des proches, anciens ministres, des personnes que l'on connaît. Comment vous appréciez? Ce que je constate, c'est que le chef de l'État est resté dans sa logique. Une logique qui consiste à choisir, à désigner ceux qu'il connaît. Et j'ai toujours dit que la plupart des procès que l'on engage contre notre chef de l'État sont des très mauvais procès. Ce sont des mauvais procès parce qu'il faut regarder l'origine de l'homme. Il faut regarder son parcours pour comprendre quels sont les mécanismes qui dictent ses décisions. Le chef de l'État a passé l'essentiel, toute sa carrière à Yaoundé. Il n'a vécu qu'entre la présidence de la République et les services du Premier ministre. Il est tout à fait logique qu'il ait le réflexe que de puiser dans le réservoir qu'il connaît le mieux. Baskouda, M. Baskouda a été à la présidence de la République. Le professeur Lekene Donfak a été à la présidence de la République. Pratiquement tous ces élus, toutes ces personnes nommées, ont flirté avec la présidence de la République. Mais il faut préciser que le chef de l'État n'est pas le seul à nommer des membres du Conseil constitutionnel. Oui, mais... Il y a le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et aussi le Conseil suprême de la magistrature également. Qui choisit le président du Sénat? Qui choisit le président du Sénat? C'est le président de la République. Qui choisit le président de l'Assemblée nationale? C'est le président de la République. Alors à partir de là, vous comprenez que il n'y a pas de nomination, juxtaposée. On ne vous a pas donné les noms des personnes choisies par le chef de l'État, ni les personnes choisies par le Sénat ou l'Assemblée nationale, ou les 2 membres proposés par le Conseil supérieur de la magistrature. C'est un décret unique qui porte 11 membres. Et c'est le président de la République ici. Il peut donc mettre les noms qu'il veut, puisqu'il a la prééminence sur toutes ces autres personnalités ayant ce pouvoir de nomination.
Donc en somme, ce sont ces hommes. Justement, ces hommes qui se recrutent parmi des diplomates, des anciens ministres, des gouverneurs, est-ce que cette coloration, ce côté monocolore ne risque pas de poser problème sur la légitimité et la pertinence d'une telle structure, d'un tel organe? Pour moi, ce qui va poser problème, ce n'est pas leur question de légitimité. C'est nous sommes dans une continuité. Ce qui pose problème pour moi, c'est l'ensemble de ces Camerounais qui passent le temps à critiquer, à attendre un changement sans s'inscrire sur les listes électorales, sans se proposer à occuper des fonctions électives. Nous avons les sénatoriales qui sont là, nous avons l'Assemblée nationale qui se prépare, nous avons les mairies qui se préparent, mais que font la plupart de nos citoyens? Ces citoyens devraient se rapprocher des partis politiques existants pour proposer leur candidature. Un monsieur qui est enseignant et qui vient à Ezeka peut bien se proposer d'être dans tel ou tel parti et se présenter sous le label de ce parti. Donc pour moi, je ne peux pas faire le procès des gens qui sont dans une logique qui leur sied, mais je suis en train de m'interroger sur le comportement de nos compatriotes qui ne veulent pas s'inscrire sur les listes électorales et qui ne veulent pas entrer dans le jeu politique. Justement, pour que l'alternance soit effective. On parlera de cette élection sénatoriale qui est la toute première, le chef de l'État qui a convoqué le corps électoral. Mais restons sur le Conseil constitutionnel. Célestin Diamène, lorsqu'on observe les critères de choix de ces personnalités, il y a une seule femme, et tout à l'heure, Edmond Kambia relevait le fait que la minorité anglophone, dans ce contexte de crise, est restée encore plus minoritaire au sein de ce Conseil constitutionnel, alors que ça aurait pu être une occasion pour le chef de l'État de réaliser un coup politique. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui, c'est vrai que dans le contexte sociopolitique actuel, la géopolitique ou la géostratégie aurait pu être un élément d'appréciation majeur dans le contexte actuel. Ça veut dire que les personnes, on va dire, d'origine anglophone auraient pu figurer davantage dans ces 11 personnalités. Mais ce que je veux dire, il faut d'abord rappeler que dans un pays qui se dit démocrate, il faut d'abord comprendre que la critique est essentielle. Il est important de critiquer, parce qu'il faut dénoncer l'État et savoir aussi reconnaître quand c'est bien, ça c'est vrai. Maintenant, ce que je veux dire, ce n'est pas tellement la compétence technique de ces personnes nommées qui est en cause pour moi. Le vrai problème, c'est le problème de l'indépendance. Parce qu'en vérité, imaginez-vous que j'échoue, entre guillemets, aux élections, je fasse un recours. C'est les proches du président qui auront à connaître de mon dossier. Est-ce qu'ils auront la hauteur nécessaire, même s'ils sont très compétents sur le plan juridique, pour, n'est-ce pas, décider, éplucher ce dossier-là? On a vu le cas de M. Clément Tangana lors de la présidentielle de 2011, qu'il a validé des dossiers où le RDPC était totalement absent de certaines circonscriptions, mais qu'il a quand même accepté et validé ces dossiers-là. Donc vous voyez qu'il a quand même certaines démarches qu'il a eues dans le passé qui ne sont pas très très rassurantes. Donc pour moi, ce que je crains, c'est que monsieur le chef de l'État n'ait pas mis ces gens par hasard. Il les a mis d'abord parce qu'ils sont ses proches, pas parce qu'ils sont des grands magistrats, des grands juristes. Donc moi je continue à dire que... Vous, il y a un agenda caché derrière le choix de ces personnalités au sein du Conseil constitutionnel? Mais bien sûr, parce qu'on sait que d'une part, quand il viendra l'heure du contentieux électoral, vous savez que c'est très important, il y a des contentieux qui peuvent changer de manière plus ou moins significative, n'est-ce pas, le cours, n'est-ce pas, d'une élection dans un pays. Or, ces gens-là ne se verraient pas, puisqu'ils sont éventuellement renouvelables, n'est-ce pas, prendre des décisions qui remettront en cause, n'est-ce pas, les résultats du parti au pouvoir. Il a toujours fait comme c'est le président de la République. Donc aujourd'hui, ce n'est pas, pas un acte spécial. Donc il nous a habitués à mettre à ses côtés ses proches qui ont le devoir, n'est-ce pas, de lui rendre service. Je prends l'exemple très simple pour chuter là-dessus. L'article 41.2, par exemple, du Conseil constitutionnel, du Code électoral, qui dit que le président de l'ECAM, le vice-président et les membres sont rémunérés, les frais d'émission également inclus, sont rémunérés par décret du président de la République. Or, le président du Cameroun est en même temps président d'un parti en compétition. Donc, il a toujours agi ainsi. Moi, mon problème, ce n'est pas ces hommes et ces femmes, et cette femme qui sont hautement respectables sur le plan personnel. Mais encore une fois, sommes-nous dans une république ou pas? Ou sommes-nous dans une ethno-république, hein? Ou dans une autocratie? C'est ça la vraie question. On aura dû pérorer sur les questions de la personnalité, mais le cœur de la question, c'est l'indépendance. Et tant qu'il n'y a pas d'indépendance, mais pour moi, il n'y a pas de Conseil constitutionnel. Maître Kengoum, l'indépendance de ce Conseil constitutionnel qui est remise en cause
par Célestin Djamène du SDF qui doute de la neutralité de ses membres au-delà des compétences qui leur sont reconnues. Comment vous réagissez? Je n'aime pas porter des jugements à l'avance. On juge les maçons au pied du mur. Il parle peut-être par expérience parce que nous avons constaté au Cameroun que les gens sont beaucoup plus tributaires de ceux qui les désignent que de ceux pour qui ils sont appelés à travailler. Cela se vérifie dans tous les corps de métier. Ça se vérifie dans les différentes organisations. Vous verrez que tel chef, tel président d'un ordre ou ceci travaillera beaucoup plus pour satisfaire ses électeurs que pour satisfaire ceux pour qui il a été désigné, c'est-à-dire l'ensemble de la corporation. Vous suivez mon regard. Donc maintenant, nous nous retrouvons devant ces choix. Vous voyez, ces choix ont été des choix beaucoup plus politiques que des choix, intelligents. Qu'est-ce qui vous fait penser? Mais regardez, c'est un dosage, on a procédé à un équilibre régional. C'est un équilibre régional. Tous les membres sont issus d'une région. La seule interrogation, c'est de savoir de quelle région est effectivement le professeur Bipounoum. Est-ce qu'il est du centre? Est-ce qu'il est du littoral? Parce qu'il y a des bassins qui sont dans le littoral. Ceux qui sont à Edea, qui sont à Ngabé sont du littoral. Il y en a qui sont du sud. C'est des macaques, des écas, sont du centre. Donc, est-ce qu'ils sont tous, est-ce qu'il y en a du littoral? Mais dans l'ensemble, on constate que le chef de l'État a tenu compte de l'équilibre régional en cherchant ça et là, mais non pas pour une efficacité au niveau national. Est-ce que cet équilibre régional peut remettre en cause les capacités techniques de ses membres de pouvoir justement réguler les institutions au Cameroun et de veiller à la régularité des différentes élections à venir dans le pays? Je pense qu'il faut situer l'analyse à deux paliers. Il y a réguler, c'est-à-dire l'arbitre du jeu politique entre différentes formations, entre les régions et l'État, entre les institutions de la République. Je pense qu'ils sont assez bien outillés pour jouer ce rôle. Maintenant, le deuxième palier, là nous étions au premier palier, j'estime qu'ils seront assez neutres, assez impartiaux, quand il s'agira d'arbitrer dans des conflits qui opposent des institutions ou qui opposent une institution à tel autre groupe. Maintenant, le deuxième palier, c'est ce qui touche au chef de l'État. Est-ce que dans le règlement de tout différent qui touche directement au chef de l'État, pourront-ils être impartiaux? Je ne le crois pas. Célestin Djamène, l'impartialité des membres du Conseil constitutionnel qui vont jouer un rôle clé. Premier test, ce sera justement les élections sénatoriales qui sont prévues pour le 25 mars 2018. Vous avez demandé à ce que le chef de l'État clarifie le calendrier électoral. Est-ce que là, vous êtes satisfait d'avoir une lisibilité au moins sur cette élection-là? C'est vrai que si nous prenons sur le plan purement chronologique, les élections électorales, sénatoriales de 2013 ont eu lieu le 24 avril. Donc logiquement, sur le plan chronologique stricto sensu, ça devrait venir avant toutes les autres. Mais je pense en même temps qu'étant un scrutin au suffrage universel indirect, on devrait quand même, puisque le corps électoral est constitué exclusivement des conseils municipaux et des conseils régionaux, mais dans le cas d'espèce, il n'y a pas de conseils régionaux, donc on s'en remet uniquement aux conseils municipaux. Et donc, on devrait, s'il y avait encore une certaine éthique en politique, pouvoir faire passer d'abord le renouvellement, n'est-ce pas, des conseils municipaux, avant, n'est-ce pas, de procéder à l'élection des sénateurs, encore que les sénateurs, ils sont en partie nommés, en partie élus. Mais je pense que le plus petit dénominateur commun aurait été d'abord de commencer par les élections municipales, et ensuite on aura donc la classe, le collège qui pourra donc servir d'électeur, n'est-ce pas, pour les élections sénatoriales. Encore la démarche actuelle vous pose problème? Ben, on est déjà sûr qu'il n'y a pas de suspense, puisque quand vous regardez la plupart, sur les 10 000 mairies au Cameroun, pratiquement 8 000 et des poussières appartiennent au RDPC. Donc sur le plan purement statistique, ils auront une majorité écrasante de sénateurs, encore qu'il y a que seulement 100 sénateurs. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, si on prend compte sur le plan mathématique de l'élection des conseils municipaux, il est clair que les sénateurs seront en grande majorité RDPC. Donc ça pose un problème de démocratie, parce qu'en vérité, ils ont la majorité obèse à l'Assemblée nationale, la majorité obèse au Sénat. Donc sommes-nous en démocratie? Je pense que non. Ça aurait été une occasion assez idoine pour, n'est-ce pas, essayer de faire passer d'abord
l'élection municipale avant l'élection sénatoriale. Moi, ce que je pense profondément, c'est qu'il a lui seul, n'est-ce pas, le secret ou le mobile de ce moment, n'est-ce pas? Parce qu'en vérité, nous pensions qu'on aurait pu quand même, dans l'ordre des choses, dans le contexte assez délicat que nous passons en ce moment, essayer, n'est-ce pas, de se concerter avec la classe politique camerounaise pour quand même faire donner un semblant de dialogue, pour essayer de trouver, n'est-ce pas, la pente la plus arrondie pour arrêter, n'est-ce pas, le fait qu'on puisse passer les élections municipales avant les élections sénatoriales. C'est vraiment dommage. Et je crois que là encore, nous avons besoin d'alternance. On le proclame depuis, pour ce qui concerne les IEL, depuis 28 ans, mais là on est encore parti pour avoir les mêmes conservateurs au pouvoir, et c'est dommage. Mais cela dit, nous continuons à nous battre, à lutter. Nous pensons qu'il faut d'abord assainir, et je le crie à U et à dire depuis des mois et des mois, il faut d'abord assainir le système électoral. Justement, et sur cette question-là, concernant les sénatoriales, oui, monsieur Noufele, il y a quelque chose qui me gêne un peu dans ce qui s'est passé cet après-midi. Je vous en prie. Cette désignation des sénateurs. Cette convocation du corps électoral. Convocation du corps, surtout la convocation du corps électoral. Qu'est-ce qui vous gêne dans cette décision du chef de l'État? Non pas par rapport à la décision, mais les circonstances que nous traversons en ce moment. Nous avons une crise très grave, une crise profonde dans deux régions du Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest. Alors nous nous demandons dans quelles conditions ces élections peuvent normalement se tenir. Peut-on tenir des élections dans des zones en crise? Alors si c'est à cette allure, si nous allons vers cette lancée, cela signifie que la députation ou les municipales se passeront dans les mêmes conditions. Mais le chef de l'État et le gouvernement, ils estiment que les zones anglophones sont sécurisées. Quelle zone sécurisée? La zone de petits foyers de tension, mais qui ne saurait remettre en cause le climat apaisé dans ces régions. Mais non, le département du Magnou aujourd'hui est un département fantôme. Les habitants ont fui leur maison, y compris même les conseillers municipaux. Alors, est-ce que nous voulons fonctionner un Cameroun à part, zone francophone à part, ou un Cameroun anglophone à part? Moi, je pense que j'avais préconisé que la gestion de cette crise devrait se faire simultanément sur le plan sécuritaire, c'est-à-dire sécuriser les villes, et sur le plan politique par l'amorce d'un dialogue, et permettre à nos compatriotes qui se sont réfugiés au Nigeria de revenir. Mais lorsqu'on tient des discours de guerre, et dans un pays quasiment en guerre, puisque le chef d'État dit que nous sommes en guerre, comment peut-on tenir valablement des élections? Mais il faut préciser que donc, pour moi, il y a le corps électoral ici ne concerne que les conseillers municipaux. Ce ne sont pas ce n'est pas simplement les conseillers municipaux. municipaux. Moi, je considère que ce qui vient de se passer, c'est un mépris de plus envers nos frères anglophones. Parce qu'il n'est pas possible que des gens soient en crise, le pays soit détruit, aussi bien par les différents groupes, et qu'on décide de lancer les élections sans tenir compte de la situation qui prévaut sur le terrain. Moi, je pense qu'il n'y a pas un enjeu de renouveler justement le leader politique. Mais comment vous allez renouveler, comment pouvez-vous renouveler le personnel politique dans des régions qui sont sinistrées, dans des régions qui sont désertées par les populations? C'est pour ça que nous disions et nous continuons à dire qu'un dialogue s'impose. Un dialogue inclusif s'impose. On aurait même pu repousser un peu ces sénatoriales, même de 3 ou 6 mois. Parce que vous voyez-vous, nous sommes tous des Camerounais. Ces problèmes n'ont pas besoin d'être résolus en 6 mois. Il ne s'agit pas d'un conflit entre État et État, où il y a des intérêts cachés, où il faut tenir compte de... Mais nous sommes entre compatriotes. Nous avons une partie du Cameroun, une grande partie, qui est quasiment coupée du reste du pays. Il faut déjà qu'il y ait la paix dans l'ensemble du Cameroun pour qu'on parle de sénatoriales. Pour moi, j'estime qu'il y a quand même mépris et une condescendance envers ceux de ces deux régions. Célestin Djamène, sur le contexte actuel, avec le climat socio-politique et sécuritaire qui s'est quelque peu détérioré dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et les appréhensions de Maître Kengoum sur la tenue de ces sénatoriales dans ces conditions sécuritaires assez délicates. Est-ce que vous partagez son point de vue? Non, même si nous ne sommes pas dans le cadre d'une élection au suffrage universel direct, Maître Célestin Kengoum a parfaitement raison.
Parce qu'en vérité, on peut réduire les gens au silence par la force des Kalachnikov, mais on ne peut pas réduire, n'est-ce pas, en ayant leur volonté de s'exprimer. Il y a des priorités. Ils ont le sentiment d'être marginalisés, qu'on leur manque de respect. Il y a des revendications prioritaires. Or, à quoi le président de la République répond? Il répond par la répression, par une militarisation extrême. Et ça, ce n'est pas admissible. Pourquoi le président de la République est réfractaire au dialogue? Le dialogue était parfaitement possible il y a 1 an, même encore aujourd'hui, je ne désespère pas. Donc, il faut qu'il privilégie ce dialogue dont parle le maître tout à l'heure. Il est important qu'on le fasse parce que c'est les populations qui sont, n'est-ce pas, engagées et en attente. Regardez par exemple l'ascension qu'a pris les sécessionnistes, qui étaient quasiment anonymes depuis 1961. Aujourd'hui, le fait de brimer les fédéralistes modérés fait en sorte que, voilà, les populations se sont radicalisées peu à peu et ont pris pour beaucoup fait et cause pour les séparatistes. Donc je pense que tout ça, c'est un manque de dialogue sérieux, c'est une faute politique. Et aujourd'hui, prioriser les élections, même s'il s'agit que des sénatoriales, c'est une grave faute politique. Et il faudrait d'abord assainir sur le plan de la sécurité, parce que vous faites allusion à la sécurité, je pense qu'il n'y en a pas, parce qu'en vérité, les gens ont peur, y compris même les conseillers municipaux, d'aller poser l'acte citoyen de vote, parce qu'effectivement, ils ne sont pas sûrs de rentrer vivants chez eux. Je crois donc qu'il faut aller vers l'apaisement. Et le premier acte d'apaisement, c'est d'abord, n'est-ce pas, l'introduction d'un dialogue franc et massif. Merci Célestin Damen, qui est secrétaire aux droits de l'homme du SDF. Merci également Maître Célestin Kengoum, avocat au barreau du Cameroun et docteur en droit. Et vous parlez tout à l'heure, messieurs, de la crise anglophone. Quelles sont les dernières nouvelles sur le théâtre de cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Je vous propose de suivre ce reportage. Escalade des tensions dans les régions du sud-ouest et nord-ouest du Cameroun, marquée par l'assassinat des civils et des hommes en tenue, a fait sortir de sa réserve la communauté internationale et les pays amis du Cameroun. La France, avec qui notre pays a des liens profonds et historiques, condamne comme à son habitude les nouveaux assassinats des représentants des forces de l'ordre enregistrés ces derniers temps dans les régions anglophones. Par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, le pays d'Emmanuel Macron rappelle que seul le dialogue permettra de répondre de manière pacifique et concrète aux préoccupations de toutes les parties dans le respect de l'unité et de l'intégrité du Cameroun. L'Union européenne condamne aussi le meurtre des militaires et des civils. Dans la foulée, elle demande au gouvernement camerounais d'éviter de jeter de l'huile sur le feu. Le porte-parole du service européen pour l'action extérieure affirme que l'Union européenne reste convaincue que seul un dialogue sincère et constructif pourra conduire à une sortie durable de la crise. Dans ce concert de réaction, les États-Unis appellent l'ensemble des acteurs à la retenue en indiquant aussi que seul le dialogue permettra de répondre de manière pacifique aux préoccupations de toutes les parties. Mais le porte-parole du département d'État des États-Unis est allé plus loin en s'exprimant sur la décision du gouvernement nigérian d'extrader à Yaoundé de force les séparatistes anglophones en exil à Abuja. Face aux faits accomplis, le gouvernement américain demande au gouvernement camerounais de respecter les droits de l'homme, y compris la procédure régulière dans le traitement de 47 sécessionnistes incarcérés dans les prisons de haute sécurité à Yaoundé. En résumé, toutes les puissances étrangères disent non à la scission du Cameroun. Elles condamnent cependant les violences et lancent un appel au dialogue pour résoudre la crise qui perdure depuis 16 mois dans les régions anglophones. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition spéciale d'information sur Equinox Télévision. Je vous souhaite une bonne soirée sur cette même antenne. Administrative de la Cour suprême, portée à la tête du Conseil constitutionnel du Cameroun. Comment vous réagissez à la suite de ce décret présidentiel? Vous oubliez son dernier titre. Il est avocat au barreau du Cameroun. Après sa mise en retraite, M. Atangana est entré dans le barreau du Cameroun. Donc c'est un avocat. Dans son dernier titre aussi, on devrait le présenter comme tel. Justement, autre appréciation du parcours de l'homme qui est porté à la tête de cette institution? D'abord, en tant que personne, c'est un homme d'une grande humilité. Aucun avocat ou membre du corps judiciaire ne me le démentirait.
Et c'est quelqu'un qui est assez fin et qui a une grande maîtrise des questions juridiques, se rapportant aux questions électorales, puisqu'il a présidé plusieurs fois des commissions dans ce sens. C'est quelqu'un qui maîtrise le droit administratif. Il a été président de la Chambre administrative près la Cour suprême. Donc, d'une manière générale, on ne peut rien dire par rapport à sa compétence sur les questions du droit et sur les questions d'arbitrage dans le cadre d'un contentieux entre administrations ou entre les électeurs qui ne seraient pas satisfaits des résultats à proclamer. Donc, en somme, c'est un homme pétri d'expérience. C'est un homme, malheureusement, à sa défaveur, nous constatons qu'il a pris un peu de l'âge, qu'il est assez fatigué. Pour ceux des confrères de la ville de Yaoundé, qui le côtoient dans les prétoires, on dit de lui qu'il est déjà assez fatigué. Bon, il est peut-être fatigué physiquement, mais est-ce qu'intellectuellement, il ne pourrait pas faire le travail? Donc, ça, c'est la seule nuance que nous pouvons apporter à sa désignation. Alors d'autres éléments qui peuvent concourir à découvrir cet homme, Clément Atangana, qui est le président du Conseil constitutionnel. Qui est-il? Quel est son parcours professionnel au sein du Conseil de la magistrature, mais aussi en tant que magistrat et au sein de la Cour suprême? Je vous propose de découvrir le portrait de l'homme dans ce reportage. L'histoire retiendra que c'est lui, le tout premier président du Conseil constitutionnel au Cameroun. Clément Atangana, magistrat hors hiérarchie du premier groupe, a été nommé à ce poste ce 7 février 2018 par un décret du chef de l'État, Paul Biya. Clément Atangana est né le 20 septembre 1941 à Ekoumeyek, dans le département du Nion-Esso, région du centre. Il fait ses études primaires à l'école régionale de Yaoundé, où il obtient son certificat d'études primaires et élémentaires. Le collège François-Xavier Vogt lui ouvre alors les portes du secondaire, où il obtient la première partie de son baccalauréat, avant de quitter la région du centre pour le littoral, précisément en Konsamba, dans le département du Mungo, où il obtient la deuxième partie de son baccalauréat au lycée de Manigumba, dans la série sciences expérimentales. Devenu étudiant, Clément Atangana s'inscrit à la faculté des droits et des sciences économiques de l'Université fédérale du Cameroun, où il obtient une licence en droit privé, puis est admis à la division judiciaire de l'École nationale de l'administration et de la magistrature. Clément Atangana s'envole pour la France et est diplômé de l'Institut international d'administration publique de Paris. Il rentre au Cameroun et intègre la magistrature le 20 décembre 1968. Il va occuper tour à tour les postes de juge d'instruction au tribunal de première instance de Konsamba, président des tribunaux d'instance des ECA, chargé de l'action publique au tribunal de Bafia. Ensuite, les mêmes fonctions à Moura. Quelque temps après, Clément Atangana est nommé juge aux tribunaux hors classe de Douala et de Yaoundé. Directeur adjoint des affaires judiciaires et du Sceau au ministère de la Justice. Et atterri quelque temps après, procureur général près la Cour d'appel du Nord. Il est nommé président de la Cour d'appel du Centre. En 1997, c'est lui qui préside la Commission nationale de recensement général des votes pour l'élection présidentielle et pour les législatives. Clément Atangana est membre titulaire du Conseil supérieur de la magistrature et une nouvelle casquette vient de lui être ajoutée par Paul Biya. Et c'est un moment riche d'émotions vécues au sein de la famille de Clément Atangana juste après cette décision du chef de l'État qu'il a portée à la tête du Conseil constitutionnel. Je vous propose de découvrir et de suivre la réaction de Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel du Cameroun. La nouvelle est tombée par la magie du décret présidentiel. L'histoire retiendra qu'il est le tout premier à être porté à la tête du Conseil constitutionnel qui a été créé il y a 22 ans. C'est un jour pas comme les autres, même pour un magistrat qui a roulé sa bourse et qui a mérité logiquement la nomination qui est tombée ce soir. C'est avec surprise que j'ai accueilli cette nomination, mais aussi avec beaucoup de joie, comme vous le dites, quand on
voulait appeler à faire le jeu, le rôle de pionnier, ce n'est pas donné à tous. Dans quelles conditions vous avez accueilli cet acte présidentiel? Où étiez-vous et que faisiez-vous? Après mon travail, vous savez qu'après ma retraite, je suis entré au barreau. Ce matin, j'avais une audience à la chambre administrative de la Cour suprême. À la fin de l'audience, je suis rentré à l'étude. Comme je me sentais un peu fatigué, je suis monté ici, vers 17h. Là qu'on a annoncé qu'on nommait les gens. Comme j'avais des problèmes d'électricité, je n'ai pas bien suivi, mes appareils ne fonctionnaient pas trop. Il suffit juste ma nomination comme membre. C'est d'autres personnes qui m'ont dit que je n'étais pas que membre, j'étais aussi président. Vous imaginez la joie, j'imagine. Le tout premier président du Conseil. Que la Constitution et les lois en vigueur prévoient pour la désignation d'un membre au Conseil constitutionnel. Elle n'est pas la seule magistrate justement présente parmi ces membres du Conseil constitutionnel. Il y en a d'autres, Edmond Kambé. Il y en a d'autres. Je pense également à Fumana Kame, Jean Fumana Kame, qui est le conseiller juridique du chef de l'État, qui se retrouve dans cette structure-là. C'est vrai, ça va susciter de la polémique, peut-être de la controverse, mais il faut le dire ici, c'est également quelqu'un qui est dans le domaine du droit. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves, sauf qu'il a une proximité avec le chef de l'État que l'on peut questionner. Mais ce n'est pas le seul qui aurait une certaine proximité avec le chef de l'État. Beaucoup d'autres, à l'intérieur de cette structure, ont travaillé avec le président de la République, à la présidence. Je pense à Jean-Baptiste Baskouda, qui a pratiquement fait l'essentiel de sa carrière à la présidence de la République. Et qui est actuellement sénateur, nommé par le chef de l'État. Également, il y a Amadou Tidani, ancien gouverneur au Cameroun, administrateur civil. Oui. Emmanuel Bondé, ancien ministre de l'Industrie et des Mines, qui fait partie de ces membres du Conseil constitutionnel. Je pense le chef de l'État a cherché... Je pense surtout au professeur Joseph-Marie Bipoun-Woum. Joseph-Marie Bipoun-Woum, ancien ministre, n'est-ce pas, de la Jeunesse et des Sports, qui a été un de mes enseignants, parce que j'ai eu la chance dans les années 80 de l'avoir comme professeur d'université. Et je peux rappeler ici que c'est un professeur de droit chevronné. On l'a vu dans son rôle dans la commission des Camerounais aux côtés de Maurice Kanto, qui était son étudiant, aux côtés de Joseph Oona et d'autres grands professeurs qui se sont battus pour que Bakassi soit rétrocédé au Cameroun. Donc, il y a le professeur Joseph Bipoun, je le rappelais tantôt, qui est un professeur chevronné. Il faut aussi dire ici que dans cette commission, on retrouve d'autres personnalités. Je pense à Ba Omarou Sanda, qui est un diplomate. Ambassadeur du Cameroun au Tchad, qui a été secrétaire général adjoint à l'Assemblée nationale. Mais on se rend bien compte que, visiblement, vous savez, la Constitution et les lois en vigueur prévoient que l'Assemblée nationale propose 3 personnalités, la présidence de la République 3 personnalités, le Sénat 3 personnalités et le Conseil supérieur de la magistrature 2 personnalités. Et lorsque l'on cerne le parcours de chacune de ces personnalités, on se rend bien compte qu'il y a des gens qui ont un parcours à l'Assemblée nationale, dans les institutions parlementaires, il y en a qui ont un parcours au niveau de la présidence, il y en a qui ont des parcours aussi au niveau du Sénat. Justement. Donc, il y a comme une sorte d'équilibre également que l'on constate dans le parcours de chacun des membres. Et je vous propose à présent de découvrir en images ce conseil constitutionnel qui vient d'être mis en place et ses différents membres. C'est une décision du chef de l'État, le décret présidentiel rendu public en fin d'après-midi. Clément Atangana, président du conseil constitutionnel, qui vient d'être mis en place. Et parmi les 11 membres de ce conseil, une seule femme, magistrate, première femme élue présidente d'une cour d'appel et qui a également marqué le monde du droit à travers sa représentation lors des audiences menées pour le tribunal pénal international pour le Rwanda. Des précisions dans ce reportage signé Guy Zogo. C'est une sortie à double détente que Paul Biya vient d'effectuer. Le président de la République a d'abord pris un décret convoquant le corps électoral pour les élections sénatoriales pour le 25 mars prochain. Cette décision de Paul Biya intervient conformément à l'article 216 du Code électoral qui prescrit que l'élection des sénateurs intervient 40 jours au plus tard
avant l'expiration du mandat des sénateurs en fonction. La précédente élection sénatoriale avait eu lieu le 14 avril 2013. Dans la foulée, Paul Biya a pris un autre décret portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, à la tête duquel il a porté Clément Atangana, magistrat chevronné, âgé de 77 ans. Il a dirigé la chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun jusqu'à il y a 2 ans, au moment de son départ à la retraite. Routinier des questions électorales pour avoir chapeauté la commission des recensements des votes à la Cour suprême, tenant alors lieu de Conseil constitutionnel, c'est l'homme de confiance de Paul Biya dans cette institution. Parmi les 10 autres membres choisis rigoureusement sur les bases de la représentativité régionale, Emmanuel Bondé, ex-ministre des Mines, le professeur Lekene Ndonfak, ancien député, ancien ministre également, Amadou Tidjani, ancien gouverneur, Foumanakam, conseiller juridique très influent de Paul Biya, ses yeux et ses oreilles certainement dans cette institution, Ba Oumarou Sanda, diplomate, ambassadeur du Cameroun au Tchad, et Paul Kui, tous réputés comme des fidèles du régime. En revanche, dans cette équipée qui va désormais présider aux destinées de la Cour suprême, Paul Biya a sorti de sa combinaison le professeur Joseph-Marie Bipungwung, connu pour son attachement à l'orthodoxie dans l'application du droit, et Jean-Baptiste Baskouda, dont la rigueur et l'intégrité sont la marque de fabrique. 22 ans après, le Conseil constitutionnel du Cameroun va donc enfin prendre son envol, lui qui avait été prévu par la Constitution du 18 janvier 1996. Merci pour ces précisions. Je vous le rappelle, c'est une édition spéciale après cette mise en place d'une pièce maîtresse de l'architecture institutionnelle du Cameroun, le Conseil constitutionnel, dont le président est Clément Atangana, selon des décrets présidentiels rendus publics cette fin d'après-midi. Je vous annonce sur ce plateau des éminences grises du droit, des hommes politiques qui vont également réagir, mais avant leur entrée en scène, avec vous, Edmond Kambia, le chef de l'État qui a mis l'accent sur des hommes fidèles, des hommes qui ont été dans le sérail politique, dans le régime Biya depuis de nombreuses années. Quelle analyse faites-vous de ces choix? Effectivement, dans mon propos tout à l'heure, je disais qu'on pouvait questionner la présence de certaines personnalités qui lui sont très proches, qui travaillent, qui sont ses proches collaborateurs pratiquement. Ce n'est pas pour dire qu'ils déméritent. Ils méritent par leur parcours, par leur expérience, mais le fait qu'ils soient très proches du chef de l'État interroge. On peut se poser la question de savoir si, vous savez que le Conseil constitutionnel a un rôle primordial lors de l'organisation, lors des élections présidentielles, par exemple. Je l'ai dit, parlementaire également et du référendum. Mais je reste surtout sur l'élection présidentielle parce que tout est focalisé à ce niveau-là. Si des personnalités aussi proches du sérail sont aussi nombreux au sein du Conseil constitutionnel, est-ce que cela n'augure pas, de la part de l'opposition, de la société civile, une situation assez difficile, voire problématique, quand on sait que le Conseil constitutionnel doit veiller à la régularité, à la régularité des élections présidentielles, législatives et parlementaires. Donc, c'est un questionnement. Parce que là, l'autre question qui peut se poser est celle de savoir si ce n'était pas possible pour le chef de l'État de faire en sorte qu'il y ait au moins autant de personnalités de culture anglophone que de personnalités de culture francophone. Parce que les personnalités anglophones sont minoritaires. Il aurait pu, par exemple, nommer comme président de cette commission une personnalité anglophone. Pourquoi pas cette unique femme qui est dans cette commission? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, pour terminer sur cette question, c'est que, parce que nous sommes au cours d'une année électorale, proprement électorale, où il y a beaucoup d'élections, parmi lesquelles l'élection présidentielle, il faut se poser la question de savoir pourquoi il n'y a pas, j'allais dire, une personnalité, j'allais dire neutre, ou alors qui soit proche de l'opposition, pour faire une sorte d'équilibre avec ces nombreuses personnalités qui sont dans le sérail. C'est des questions que l'on peut se poser au terme de la désignation des membres du Conseil constitutionnel. Et un premier test pour ce Conseil, c'est certainement les élections sénatoriales prévues le 25 mars. Le chef de l'État vient de convoquer
le corps électoral, mais des questions subsistent déjà. Le mois de mars est généralement le mois consacré à la rentrée parlementaire, la toute première d'une année en cours. Est-ce que cela pourrait avoir des incidences sur cette élection? Est-ce que cette élection sénatoriale prévue le 25 mars 2018 peut avoir une incidence sur la rentrée parlementaire? Bon, je voudrais d'abord faire une précision qui est importante, qui est celle de savoir si le chef de l'État avait la possibilité de proroger le mandat des sénateurs ou pas. Il n'en avait pas la possibilité dans le cadre de la Constitution actuelle. Donc, la session de mars va se dérouler normalement. Il y aura le Sénat, il y aura le Sénat, l'Assemblée nationale qui vont s'ouvrir. Mais je veux croire que cela ne va pas perturber le fonctionnement normal des institutions. Mais en même temps, il faut se poser la question de savoir si ce n'était pas opportun pour le chef de l'État de voir dans quelle mesure, peut-être c'est un peu tard, organiser les régionales avant la sénatoriale, de manière à conforter les futurs sénateurs. Vous savez qu'il y a deux catégories d'électeurs pour les sénatoriales. Il y a les conseillers municipaux, les maires et leurs adjoints qui élisent les sénateurs, mais il y a également les conseillers régionaux qui n'existent pas. Donc, pour la deuxième fois, on va au sénatorial avec une seule catégorie d'électeurs. Et ça pose un problème sur la légitimité des sénateurs qui seront élus prochainement. Je vous propose à présent de découvrir quels sont les mécanismes d'élection des sénateurs après la convocation du corps électoral, décision du chef de l'État, élection sénatoriale prévue le 25 mars 2018. Que dit la loi à ce sujet? Élément de réponse avec Donald Brice Kamgan. Je vous parlais donc de ce reportage sur les mécanismes d'élection des sénateurs au Cameroun. Nous y reviendrons sur ce plateau. Une édition spéciale consacrée à la mise en place de cette pièce maîtresse de l'architecture institutionnelle du Cameroun. Mais avant d'y arriver, les mécanismes de mise en place des sénateurs, comment sont-ils élus? Que prévoit la loi? Élément de réponse dans ce reportage de Donald Brice Kamgan. L'élément qui tarde à... Fixant les conditions d'élection des sénateurs, ce sont les conseils municipaux qui vont constituer le corps électoral dans le cadre des élections sénatoriales du 25 mars prochain au Cameroun. Ce sont donc les conseils municipaux issus du scrutin du 30 septembre 2013 qui sont attendus aux urnes dans un peu plus d'un mois. Ils éliront 70 sur les 100 sénateurs qui composent, à raison de 10 par région, la Chambre haute du Parlement camerounais, sachant que la loi autorise le président de la République à désigner 30 sénateurs, dont 3 par région. Le scrutin sénatorial n'étant pas un scrutin direct, les inscriptions sur les listes électorales devraient se poursuivre. La campagne électorale en vue des élections sénatoriales débuteront le 10 mars prochain, soit à partir du 15e jour précédant le scrutin. Elle prendra alors fin à la veille des élections à minuit, d'après la loi. Édition spéciale d'information consacrée au décret du chef de l'État, lesquels convoquent le corps électoral pour les sénatoriales prévues le 25 mars 2018, mais surtout la mise en place de cette pièce maîtresse de l'architecture institutionnelle du Cameroun, le Conseil constitutionnel, et pour analyser et décrypter ces décrets présidentiels, les implications juridiques et politiques, j'accueille sur ce plateau Maître Célestin Kengoum. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Noufélé. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, docteur en droit. Également sur ce plateau avec nous, Célestin Ndjamen. Bonsoir, Célestin. Bonsoir, Cédric. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Vous êtes secrétaire aux droits de l'homme du SDF. Messieurs, bienvenue sur ce plateau. Édition spéciale d'information. Maître Célestin Kengoum. Clément Atangana, ancien président de la Chambre. C'est constitutionnel. Cela rajoute un peu à la hauteur des charges qui sont désormais les vôtres. C'est une mission importante que le chef de l'État vous confie là. Elle est aussi délicate. Donc, on réfléchit. On ne peut pas encore dire comment on va l'aborder. Il y a contre tout.
on va réfléchir, on compte avec la grâce de Dieu, l'aide de Dieu. Le Conseil constitutionnel qui est doté également des membres qui ont roulé leur bourse, ils sont pour la plupart des membres du gouvernement, des anciens membres du gouvernement ou des hauts cadres de l'administration. Vous avez une idée du parcours des uns et des autres. C'est une équipe soudée autour de votre personne pour porter, je vais dire, ce bébé, même si c'est un bébé qui avait pris un peu de l'âge. Je les connais à peu près tous et je sais qu'on va faire une très bonne équipe. Une très bonne équipe donc constituée d'une onzaine de membres, si mes souvenirs sont exacts, avec donc le président Clément Atangana. Ce sont eux qui ont la lourde mission de porter donc au sommet ce conseil constitutionnel qui était très attendu. Le chef de l'État a enfin donc pensé à donner corps à ce qui était jusqu'ici écrit dans la Constitution de 1996. En direct du domicile de l'élu du jour, le magistrat qui était à la retraite mais qui appelait désormais à servir à la tête du Conseil constitutionnel, Joël Essengue, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Réaction exclusive du président du Conseil constitutionnel avec nos équipes qui l'ont rencontré il y a à peine quelques minutes. Vous l'avez suivi, il exprime sa surprise. Également des moments riches en émotions chez Clément Atangana à Yaoundé, lui qui mesure l'importance de la charge qui est désormais la sienne, celle de conduire cet organe de régulation des institutions du Cameroun. À la suite de cette joie de celui qui est désormais le président du Conseil constitutionnel, comment la classe politique réagit sur ce plateau, Célestin N'Djamène? Le choix du chef de l'État de nommer des personnalités qui ont été au sein du gouvernement durant de nombreuses années, au sein du CERA, de la magistrature. Comment vous appréciez le choix de ces 11 membres du Conseil constitutionnel? Bien, tout d'abord, Cédric, je m'interroge sur le fait que ce décret arrive 22 ans après son inscription dans la Constitution camerounaise. Comme vous le savez, le Conseil constitutionnel avait été prévu le 19 janvier 1996, et ce n'est que 22 ans après qu'on passe aux actes. C'est-à-dire qu'on matérialise l'effectivité du Conseil constitutionnel, qui est pourtant un organe qui me semble vital dans une république. On peut donc se poser la question, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas hier? Pourquoi pas dans 10 ans? Donc, y a-t-il un lien avec, comme on sait que, d'ailleurs tout à l'heure, je crois qu'Edmond Kamga l'a rappelé, il y a un lien avec le constat de la vacance de la présidence. Alors peut-être que le président de la République commence peut-être à prendre conscience qu'il n'est pas immortel. Donc, ceci est un fait. Maintenant, le fait que les membres nommés soient des gens extrêmement proches du président pose une question en termes d'impartialité et de neutralité. Ce n'est pas la compétence des personnes nommées qui est en cause, mais c'est leur proximité, leur extrême proximité avec le président de la République. Est-ce qu'ils auront l'indépendance nécessaire pour effectivement remplir leur mission? Parce que la mission du Conseil constitutionnel, vous le savez, c'est d'abord rappeler, assurer la conformité des lois à la Constitution et des traités, des accords aussi internationaux. C'est également être un juge électoral en termes de loi d'élections référendaires ou d'élections législatives ou présidentielles. Donc c'est un moment, une mission extrêmement importante. Il faut donc un homme capable, impartial et intègre. Mais je là, ne mets pas... on a des magistrats qui ont occupé des hautes fonctions. Oui. L'ancien président de la Chambre administrative. Il y a des ministres, anciens ministres. L'ancien ministre également Emmanuel Bondé, Jean-Baptiste Baskouda, ancien gouverneur, des diplomates rompus à travers leur parcours. Est-ce que ce ne sont pas des éléments qui ont penché en la faveur de la nomination au sein de ce Conseil constitutionnel? Non, les seuls critères ne concernent pas le parcours académique ou professionnel. C'est vrai que c'est les anciens diplomates, ministres, tout ce que vous voulez, ils ont une espèce d'expérience, ça c'est clair. Maintenant, sont-ils là pour servir la République ou est-ce qu'ils sont là pour servir celui qui les a nommés? Au Cameroun, nous le savons très bien, en général, le président nomme des très proches, non pas pour servir l'intérêt général, mais pour d'abord suivre ses instructions. Donc je crains que l'indépendance soit foulée aux pieds, parce qu'en vérité, ce qui devrait être privilégié, c'est d'abord l'indépendance de ces magistrats. Alors, que dit la Constitution 96? Ces magistrats sont nommés, sont renouvelables éventuellement. Éventuellement. Ça veut donc dire qu'il y a une espèce de pression morale dans leur esprit qui concerne, c'est-à-dire que si monsieur le président de la République m'a nommé, et que je suis éventuellement renouvelable, je me dois donc de ne pas trop m'écarter de ces instructions, de ses volontés. Donc c'est un élément important dans une démocratie.
Regardez le cas de la France, pour prendre exemple d'un pays que vous connaissez, vous et moi. Les magistrats du Conseil constitutionnel sont nommés pour une durée de 9 ans non renouvelable. Parfois même quand ces magistrats sont de la même couleur politique que le président qui les a nommés, ils sont d'une indépendance avérée. Est-ce que ça peut être le cas au Cameroun? Je pense que non. Donc en vérité, je crois que là encore, je crains que cet organe soit un organe qui ne remplit pas sa mission en termes d'indépendance. Maître Célestin Kingoum, on constate qu'il y a peu d'ouverture à la société civile, aux hommes qui viennent du secteur privé, aux hommes qui viennent de l'opposition. Le chef de l'État a voulu garder, du moins le sérail, le chef de l'État, on a voulu garder la main ferme sur des proches, anciens ministres, des personnes que l'on connaît. Comment vous appréciez? Ce que je constate, c'est que le chef de l'État est resté dans sa logique. Une logique qui consiste à choisir, à désigner ceux qu'il connaît. Et j'ai toujours dit que la plupart des procès que l'on engage contre notre chef de l'État sont des très mauvais procès. Ce sont des mauvais procès parce qu'il faut regarder l'origine de l'homme. Il faut regarder son parcours pour comprendre quels sont les mécanismes qui dictent ses décisions. Le chef de l'État a passé l'essentiel, toute sa carrière à Yaoundé. Il n'a vécu qu'entre la présidence de la République et les services du Premier ministre. Bonsoir à tous. À la une de cette édition spéciale d'information, la mise en place d'une pièce maîtresse de l'architecture institutionnelle du Cameroun. Après 22 ans d'attente, le Conseil constitutionnel voit enfin le jour. Et parmi les 11 membres de cette organisation, de cet organe, Clément Atangana en est le président. À ses côtés, des anciens ministres, gouverneurs, également magistrats qui vont jouer un rôle clé dans la prochaine élection sénatoriale prévue le 25 mars 2018. Des parlementaires mettent en jeu leur mandat sur l'échiquier politique où s'exprime une volonté d'alternance démocratique. Quelles sont les implications juridiques et politiques de ce décret présidentiel? Comment réagit la classe politique? Vous saurez tout ce soir sur ces étapes décisives de la vie politique nationale au Cameroun. Merci de suivre cette édition spéciale d'information sur Equinox Télévision. C'est un pas décisif dans la vie politique nationale. Le Conseil constitutionnel vient d'être mis en place et le président de cet organe est Clément Atangana, qui est l'ancien président de la Chambre administrative de la Cour suprême, membre titulaire et rapporteur du Conseil supérieur de la magistrature. Il vient d'être porté à la tête du Conseil constitutionnel selon un décret présidentiel. Pour en savoir davantage sur les décisions du chef de l'État, sur ce plateau avec nous, Edmond Kambia. Edmond, bonsoir. Bonsoir Cédric. Vous êtes journaliste à La Nouvelle Expression, consultant sur Equinox Télévision. Quelle est la quintessence de ces décrets présidentiels qui viennent d'être rendus publics? D'abord, il faut dire qu'il y a pratiquement 4 décrets présidentiels. Le premier décret porte convocation de corps électoral pour l'organisation des sénatoriales le 25 mars 2018. Les 3 autres décrets portent essentiellement sur le Conseil constitutionnel que nous attendons depuis, n'est-ce pas, la Constitution du 18 janvier 1996. Et l'un des 3 autres décrets concernant le Conseil constitutionnel concerne la nomination des membres attendus depuis si longtemps du Conseil constitutionnel. L'autre décret concerne la nomination du président de cette structure qui est Clément Atangana. Et enfin, il y a le 3e décret concernant le Conseil constitutionnel. C'est celui qui organise, n'est-ce pas, la structure qu'on appelle le secrétariat général du Conseil constitutionnel, qui est véritablement mis en place pour que véritablement l'année 2018 se présente comme l'année électorale. C'est une pièce maîtresse de l'architecture institutionnelle du Cameroun. Quelle implication sur la vie politique nationale pour ce Conseil constitutionnel? Le Conseil constitutionnel, il faut le dire ici, c'est une structure
très importante dans une république. Parce qu'on l'attend d'ailleurs depuis une vingtaine d'années, tu l'as dit, depuis 22 ans, le Conseil constitutionnel est cette structure-là qui a plusieurs attributions. Et la première, c'est le contrôle de la constitutionnalité des lois. La deuxième fonction concerne justement la proclamation, c'est-à-dire il veille à la régularité de l'organisation des élections parlementaires, des élections présidentielles et du référendum. Il en proclame le résultat. Mais la troisième fonction la plus importante du Conseil constitutionnel, dans le contexte actuel, il faut le rappeler, c'est le rôle qu'il joue en cas de vacance de la présidence de la République. Et vous savez très bien, d'après la Constitution, qu'en cas de vacance de la présidence de la République, seul le Conseil constitutionnel est habilité à constater cette vacance. Et il peut le constater dans 3 cas de figure, en cas d'empêchement, en cas de décès, en cas de démission du président de la République. Justement, et le contexte actuel, avec tout ce qui se dit, tout ce qui se raconte, tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, je pense que c'est une réponse qui correspond véritablement aux attentes des Camerounais. Et parmi ces personnalités, il y a bien sûr Clément Atangana, ancien président de la Chambre administrative de la Cour suprême, membre titulaire et rapporteur du Conseil de la magistrature suprême, qui vient d'être porté à la tête de cet organe. Il y a d'autres membres également que vous connaissez très bien, dont vous maîtrisez le parcours, Edmond Kambia. Effectivement, en dehors de Clément Atangana, que tout le monde connaît, en tout cas pour ceux qui ont observé la scène politique camerounaise ces 30 dernières années, on a vu Clément Atangana, véritablement depuis le début, hein, on peut le dire ainsi, des élections pluralistes au Cameroun. On a eu les élections présidentielles pluralistes et les législatives en 92, mais Clément Atangana, on le voit véritablement à partir de l'année 97 avec les législatives, où il joue un rôle essentiel, et pendant plusieurs années, comme président de la commission de recensement général des votes. Et à travers ce rôle-là, on le voit jouer au sein du sérail, en tout cas au niveau de l'appareil judiciaire, un rôle essentiel qui précède celui du président de la Cour suprême lorsqu'il statue comme conseil constitutionnel pour proclamer les résultats. Donc en dehors de Clément Atangana, qui est bien connu de la scène publique, on peut citer, parmi les 11 membres qui ont été nommés, je dois quand même dire ici, sur les 11 membres qui ont été nommés, il y a 9 francophones, pour rester dans notre jargon camerounais, et principalement 2 anglophones. Et une seule femme, dont une femme, parmi les membres de ce Florence Rita Aré. Il faut le dire, c'est une femme de poigne. C'est d'ailleurs la première femme qui a été présidente d'une cour d'appel au Cameroun. Cette femme a été juge à la Cour suprême. Elle a surtout été vice-présidente au tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc c'est une femme de qualité. C'est quelqu'un qui correspond à toutes les qualités, j'allais dire, à tous les critères